Je vous propose de vous accompagner dans la lecture de Boule de Suif, comme j'aurais dû le faire avec vous, ceux qui étaient présents cet après-midi en classe virtuelle. Mais malheureusement, j'ai eu d'importantes difficultés de connexion. Donc Boule de Suif, c'est une nouvelle de Guy de Maupassant, qui est un auteur français de la deuxième moitié du 19e siècle. Il est né en 1850, tout pile. Maupassant, c'est un auteur que vous connaissez parce que vous avez déjà lu certaines de ses nouvelles ou certains de ses contes cette année. C'est un auteur qui est connu pour avoir aussi bien écrit des textes réalistes que des textes fantastiques. Et la nouvelle Boule de Suif, c'est une nouvelle qui, elle, a été publiée en 1880 et qui se déroule en France, en Normandie, 10 ans auparavant, en 1870, pendant ce qu'on a appelé la guerre franco-prussienne. Rappelez-vous, je l'avais évoqué quand on a travaillé sur l'affaire Dreyfus. En 1870-71, la France a été en guerre avec l'Allemagne, avec le pays qui était avec la Prusse, c'est-à-dire ce qui allait devenir ensuite l'Allemagne. Et si vous regardez, là je vous montre une carte. Voilà. Donc la Prusse, c'est à l'ouest ici. Et les soldats prussiens, l'armée prussienne, a envahi toute une partie nord de la France en passant par l'est jusqu'à l'ouest, jusqu'à la Normandie, qui est ici à l'ouest, juste au-dessus de la Bretagne qui est là. Et donc l'histoire se passe en partie à Rouen, qui est une ville située ici en Normandie. Bon. Alors, je vais commencer la lecture. Je vous laisse suivre le texte soit avec le document que vous avez téléchargé et éventuellement imprimé, ou je sais pas, comme vous voulez. Mais de toute façon, je vais afficher le texte à l'écran au fur et à mesure que je le lis. Je vais lire le début du texte et puis ensuite on s'arrêtera. Je ferai une petite explication de ce qu'on vient de lire et on commencera à étudier la présentation des personnages. Ok ? Alors, le texte donc. Boule de Suif. Pendant plusieurs jours de suite, des lambeaux d'armées en déroute avaient traversé la ville. Ce n'était point de la troupe, mais des hordes débandées. Les hommes avaient la barbe longue et sale, des uniformes en guenilles, et ils avançaient d'une allure molle, sans drapeau, sans régiment. Tous semblaient accablés, éreintés, incapables d'une pensée ou d'une résolution, marchant seulement par habitude et tombant de fatigue sitôt qu'ils s'arrêtaient. On voyait surtout des soldats mobilisés, gens pacifiques, rentiers tranquilles, pliant sous le poids du fusil. Des petits mobilos alertes, faciles à l'épouvante et prompts à l'enthousiasme, prêts à l'attaque comme à la fuite. Puis, au milieu d'eux, quelques culottes rouges, débris d'une division moulue dans une grande bataille, des artilleurs sombres alignés avec ses fantassins d'hiver, et parfois le casque brillant d'un dragon aux pieds pesants, qui suivait avec peine la marche plus légère des lignards. Donc, c'est l'évocation d'une armée composée en partie de soldats qui sont des soldats mobilisés, c'est-à-dire des civils qu'on a appelés à s'engager parce que c'était la guerre, et puis en partie de soldats de métier, donc les dragons, les mobilos, non pas les mobilos, les dragons et les culottes rouges, ce sont donc les soldats mobilisés. Des légions de francs-tireurs aux appellations héroïques, les vengeurs de la défaite, les citoyens de la tombe, les partageurs de la mort, passaient à leur tour avec des airs de bandits. Leurs chefs, anciens commerçants en drap ou en graines, ex-marchands de suif ou de savon, guerriers de circonstance, nommés officiers pour leurs écus ou la longueur de leurs moustaches, couverts d'armes, de flanelles et de galons, parlaient d'une voix retentissante, discutaient plans de campagne et prétendaient soutenir seuls la France agonisante sur leurs épaules de fanfarons.
Mais ils redoutaient parfois leurs propres soldats, gens de sac et de corde, souvent braves à outrance, pillards et débauchés. Les Prussiens allaient entrer dans Rouen, disait-on. La garde nationale, qui depuis 2 mois faisait des reconnaissances très prudentes dans les bois voisins, fusillant parfois ses propres sentinelles et se préparant au combat quand un petit lapin remuait sous des broussailles, était rentrée dans ses foyers. Ses armes, ses uniformes, tout son attirail meurtrier, dont elle épouvantait naguère les bornes des routes nationales à 3 lieues à la ronde, avait subitement disparu. Les derniers soldats français venaient enfin de traverser la Seine pour gagner Pont-Audemer par Saint-Séver et Bourrachard. Et marchant après tous, le général, désespéré, ne pouvant rien tenter avec ses loques disparates, éperdu lui-même dans la grande débâcle d'un peuple habitué à vaincre et désastreusement battu malgré sa bravoure légendaire, s'en allait à pied, entre 2 officiers d'ordonnance. Puis, un calme profond, une attente épouvantée et silencieuse avait plané sur la cité. Beaucoup de bourgeois bedonnants, émasculés par le commerce, attendaient anxieusement les vainqueurs, tremblant qu'on ne considérât comme une arme leur broche à rôtir ou leur grand couteau de cuisine. La vie semblait arrêtée. Les boutiques étaient closes, la rue muette. Quelquefois, un habitant, intimidé par ce silence, filait rapidement le long des murs. L'angoisse de l'attente faisait désirer la venue de l'ennemi. Dans l'après-midi du jour qui suivit le départ des troupes françaises, quelques uhlans, c'est des soldats, sortis on ne sait d'où, traversèrent la ville avec célérité. Puis, un peu plus tard, une masse noire descendit de la côte Sainte-Catherine, tandis que 2 autres flots envahisseurs apparaissaient par les routes de Dametal et de Bois-Guillaume. Les avant-gardes des 3 corps, juste au même moment, se joignirent sur la place de l'hôtel de ville. Et par toutes les rues voisines, l'armée allemande arrivait, déroulant ses bataillons qui faisaient sonner les pavés sous leurs pas durs et rythmés. Des commandements, criés d'une voix inconnue et gutturale, montaient le long des maisons qui semblaient mortes et désertes, tandis que, derrière les volets fermés, des yeux guettaient ces hommes victorieux, maîtres de la cité, des fortunes et des vies, de par le droit de guerre. Les habitants, dans leurs chambres assombries, avaient l'affolement que donnent les cataclysmes, les grands bouleversements meurtriers de la terre, contre lesquels toute sagesse et toute force sont inutiles. Car la même sensation reparaît chaque fois que l'ordre établi des choses est renversé, que la sécurité n'existe plus, que tout ce qui protégeait les lois des hommes ou celles de la nature se trouve à la merci d'une brutalité inconsciente et féroce. Le tremblement de terre écrasant sous les maisons croulant un peuple entier. Le fleuve débordé qui roule des paysans noyés avec les cadavres des bœufs et les poutres arrachées aux toits, où l'armée glorieuse massacrant ceux qui se défendent, emmenant les autres prisonniers, pillant au nom du sabre et remerciant un dieu au son du canon, sont autant de fléaux effrayants qui déconcertent toute croyance à la justice éternelle, toute la confiance qu'on nous enseigne en la protection du ciel et la raison de l'homme. Mais à chaque porte, des petits détachements frappaient, puis disparaissaient dans les maisons. C'était l'occupation après l'invasion. Le devoir commençait pour les vaincus de se montrer gracieux envers les vainqueurs. Au bout de quelque temps, une fois la première terreur disparue, un calme nouveau s'établit. Donc la ville, Rouen, a été envahie et occupée par les Allemands. Dans beaucoup de familles, l'officier prussien mangeait à table. Il était parfois bien élevé, et par politesse plaignait la France, disait sa répugnance en prenant part à cette guerre. On lui était reconnaissant de ce sentiment, puis on pouvait, un jour ou l'autre, avoir besoin de sa protection. En le ménageant, on obtiendrait peut-être quelques hommes de moins à nourrir. Et pourquoi blesser quelqu'un dont on dépendait tout à fait ? Agir ainsi serait moins de la bravoure que de la témérité. Et la témérité n'est plus un défaut des bourgeois de Rouen, comme au temps des défenses héroïques où s'illustra leur cité. On se disait, enfin, raison suprême tirée de l'urbanité française, qu'il demeurait bien permis d'être poli dans son intérieur,
pourvu qu'on ne se montrât pas familier en public avec le soldat étranger. Au dehors, on ne se connaissait plus, mais dans la maison, on causait volontiers, et l'Allemand demeurait plus longtemps, chaque soir, à se chauffer au foyer commun. La ville même reprenait peu à peu de son aspect ordinaire. Les Français ne sortaient guère encore, mais les soldats prussiens grouillaient dans les rues. Du reste, les officiers de hussards bleus, qui traînaient avec arrogance leurs grands outils de mort sur le pavé, ne semblaient pas avoir, pour les simples citoyens, énormément plus de mépris que les officiers de chasseurs, qui l'année d'avant buvaient au même café. Il y avait cependant quelque chose dans l'air, quelque chose de subtil et d'inconnu, une atmosphère étrangère, intolérable, comme une odeur répandue, l'odeur de l'invasion. Elle emplissait les demeures et les places publiques, changeait le goût des aliments, donnait l'impression d'être en voyage très loin, chez des tribus barbares et dangereuses. Les vainqueurs exigeaient de l'argent, beaucoup d'argent. Les habitants payaient toujours. Ils étaient riches d'ailleurs. Mais plus un négociant normand devient opulent, et plus il souffre de tout sacrifice, de toute parcelle de sa fortune qu'il voit passer aux mains d'un autre. Cependant, à 2 ou 3 lieues sous la ville, en suivant le cours de la rivière vers Croisset, Dieppedalle ou Biessart, les mariniers et les pêcheurs ramenaient souvent du fond de l'eau quelques cadavres d'Allemands, gonflés dans son uniforme, tués d'un coup de couteau ou de savate, la tête écrasée par une pierre, ou jetés à l'eau d'une poussée du haut d'un pont. Les vases du fleuve ensevelissaient ces vengeances obscures, sauvages et légitimes. Héroïsmes inconnus, attaques muettes, plus périlleuses que les batailles au grand jour, et sans le retentissement de la gloire. Car la haine de l'étranger arme toujours quelques intrépides, prêts à mourir pour une idée. Enfin, comme les envahisseurs, bien qu'assujettissant la ville à leur inflexible discipline, n'avaient accompli aucune des horreurs que la renommée leur faisait commettre tout le long de leur marche triomphale, on s'enhardit, et le besoin du négoce travailla de nouveau le cœur des commerçants du pays. Quelques-uns avaient de gros intérêts engagés au Havre, que l'armée française occupait, et ils voulurent tenter de gagner ce port en allant par terre à Dieppe, où ils s'embarqueraient. On employa l'influence des officiers allemands, dont on avait fait la connaissance, et une autorisation de départ fut obtenue du général en chef. Donc, une grande diligence à 4 chevaux ayant été retenue pour ce voyage, et 10 personnes s'étant fait inscrire chez le voiturier, on résolut de partir un mardi matin, avant le jour, pour éviter tout rassemblement. Depuis quelque temps déjà, la gelée avait durci la terre, et le lundi, vers 3 heures, de gros nuages noirs venant du nord apportèrent la neige, qui tomba sans interruption pendant toute la soirée et toute la nuit. À 4h30 du matin, les voyageurs se réunirent dans la cour de l'hôtel de Normandie, où l'on devait monter en voiture. Ils étaient encore pleins de sommeil et grelottaient de froid sous leur couverture. On se voyait mal dans l'obscurité, et l'entassement des lourds vêtements d'hiver faisait ressembler tous ces corps à des curés obèses avec leurs longues soutanes. Mais 2 hommes se reconnurent. Un troisième les aborda. Ils causèrent. « J'emmène ma femme, dit l'un. J'en fais autant, et moi aussi. » Le premier ajouta. « Nous ne reviendrons pas à Rouen, et si les Prussiens approchent du Havre, nous gagnerons l'Angleterre. » Tous avaient les mêmes projets, et tant de complexions semblables. Alors, je fais une petite interruption pour reprendre ce qu'on vient de dire. Donc, dans la ville de Rouen, vous avez compris que les Prussiens, les Allemands, sont arrivés et ont envahi, occupent la ville. Ils se font héberger chez des habitants. Ils demandent, ils réquisitionnent des logements, ils prennent de l'argent, ils réquisitionnent des biens, etc. Et là, plusieurs personnes qui sont des commerçants veulent quand même faire repartir leurs affaires, continuer de vivre et de faire du profit.
Et pour cela, il décide de s'en aller dans la ville du Havre. La ville du Havre, vous vous rappelez sur la carte, c'est la ville qui n'est pas occupée par les Prussiens. Pour aller au Havre, il faut aller jusqu'à la ville de Dieppe en diligence, et à partir de là, ils vont prendre le bateau pour rejoindre la ville du Havre. Et donc c'est à partir de ce moment-là de l'histoire, dans cette page 7, que l'histoire commence véritablement avec l'introduction des protagonistes. Jusqu'à présent, on n'avait pas de personnages qui parlaient, c'était assez descriptif. Et bien là, l'histoire commence et on a des personnages qui arrivent. Vous voyez, sur le deuxième paragraphe ici, donc une grande diligence à 4 chevaux ayant été retenue pour ce voyage, et 10 personnes s'étant fait inscrire chez le voiturier, ont résolu de partir un mardi matin avant le jour pour éviter tout rassemblement. Voilà, on va avoir 10 personnages, et pour l'instant, c'est sur ces 10 personnages que je vais vous demander de focaliser votre attention. Donc on va continuer la lecture, je vais poursuivre la lecture, jusqu'à ce que les 10 personnages qui vont entreprendre ce voyage soient présentés chacun leur tour. Donc l'exercice qu'il faut faire, c'est au fil de la lecture, relever les noms des personnages et essayer de retenir ce qui permet de les caractériser. D'accord ? Alors je continue, on a donc les 10 personnes qui arrivent. Avant-dernier paragraphe de la page. Cependant, on n'attelait pas la voiture. La voiture, elle est conduite, tirée par des chevaux. C'est la diligence tirée par des chevaux. Une petite lanterne que portait un valet d'écurie sortait de temps à autre d'une porte obscure, pour disparaître immédiatement dans une autre. Des pieds de chevaux frappaient la terre, amortis par le fumier des litières, et une voix d'homme parlant aux bêtes et jurant s'entendait au fond du bâtiment. Un léger murmure de grelots annonça qu'on maniait les harnais. Ce murmure devint bientôt un frémissement clair et continu, rythmé par le mouvement de l'animal, s'arrêtant parfois, puis reprenant dans une brusque secousse qu'accompagnait le bruit mat d'un sabot ferré battant le sol. La porte subitement se ferma. Tout bruit cessa. Les bourgeois, gelés, s'étaient tus. Ils demeuraient immobiles et raidis. Un rideau de flocons blancs ininterrompu miroitait sans cesse en descendant vers la terre. Il effaçait les formes, poudrait les choses d'une mousse de glace, et l'on n'entendait plus dans le grand silence de la ville calme et ensevelie sous l'hiver que ce froissement vague, innommable et flottant de la neige qui tombe. Plutôt sensation que bruit, entremêlement d'atomes légers qui semblaient emplir l'espace, couvrir le monde. L'homme reparut avec sa lanterne, tirant au bout d'une corde un cheval triste qui ne venait pas volontiers. Il le plaça contre le timon, attacha les traits, tourna longtemps autour pour assurer les harnais, car il ne pouvait se servir que d'une main, l'autre portant sa lumière. Comme il allait chercher la seconde bête, il remarqua tous ces voyageurs immobiles, déjà blancs de neige, et leur dit « Pourquoi ne montez-vous pas dans la voiture ? Vous serez à l'abri au moins. » Ils n'y avaient pas songé sans doute, et ils se précipitèrent. Les 3 hommes installèrent leurs femmes dans le fond, montèrent ensuite, puis les autres formes indécises et voilées prirent à leur tour les dernières places sans échanger une parole. Le plancher était couvert de paille où les pieds s'enfoncèrent. Les dames du fond, ayant apporté des petites chaufferettes en cuivre avec un charbon chimique, allumèrent ces appareils. Et pendant quelque temps, à voix basse, elles en énumérèrent les avantages, se répétant des choses qu'elles savaient déjà depuis longtemps. Enfin, la diligence étant attelée avec 6 chevaux au lieu de 4, à cause du tirage plus pénible, une voix du dehors demanda « Tout le monde est-il monté ?» Une voix du dedans répondit « Oui ». On partit. La voiture avançait lentement, à tout petits pas. Les roues s'enfonçaient dans la neige, le coffre entier geignait avec des craquements sourds. Les bêtes glissaient, soufflaient, fumaient, et le fouet gigantesque du cocher claquait sans repos, voltigeait de tous les côtés, se nouant et se déroulant comme un serpent mince,
et cinglant brusquement quelques croupes rebondies qui se tendaient alors sous un effort plus violent. Mais le jour, imperceptiblement, grandissait. Ces flocons légers, qu'un voyageur rouennais pur sang avait comparés à une pluie de coton, ne tombaient plus. Une lueur sale filtrait à travers de gros nuages obscurs et lourds qui rendaient plus éclatante la blancheur de la campagne, où apparaissait tantôt une ligne de grands arbres vêtus de givre, tantôt une chaumière avec un capuchon de neige. Dans la voiture, on se regardait curieusement, à la triste clarté de cette aurore. Tout au fond, aux meilleures places, sommeillaient en face l'un de l'autre Monsieur et Madame Loiseau, des marchands de vin en gros de la rue Grand-Pont. Ancien commis d'un patron ruiné dans les affaires, Loiseau avait acheté le fonds et fait fortune. Il vendait à très bon marché de très mauvais vins aux petits débitants des campagnes et passait parmi ses connaissances et ses amis pour un fripon madré, un vrai Normand plein de ruse et de jovialité. Sa réputation de filou était si bien établie qu'un soir, à la préfecture, M. Tournel, auteur de fables et de chansons, esprit mordant et fin, une gloire locale, avait proposé aux dames qu'il voyait un peu somnolentes de faire une partie de l'oiseau-vol. Le mot lui-même vola à travers les salons du préfet. Puis, gagnant ceux de la ville, avait fait rire pendant 1 mois toutes les mâchoires de la province. L'oiseau était en outre célèbre par ses farces de toute nature, ses plaisanteries, bonnes ou mauvaises. Et personne ne pouvait parler de lui sans ajouter immédiatement « Il est impayable, ce l'oiseau ». De taille exiguë, il présentait un ventre en ballon surmonté d'une face rougeaude, entre 2 favoris grisonnants. Sa femme, grande, forte, résolue, avec la voix haute et la décision rapide, était l'ordre et l'arithmétique de la maison de commerce qui l'animait par son activité joyeuse. À côté d'eux se tenait, plus digne, appartenant à une caste supérieure, M. Carré-Lamadon, homme considérable, posé dans les cotons, propriétaire de 3 filatures, officier de la Légion d'honneur et membre du Conseil général. Il était resté tout le temps de l'Empire chef de l'opposition bienveillante, uniquement pour se faire payer plus cher son ralliement à la cause qu'il combattait avec des armes courtoises, selon sa propre expression. Madame Carré-Lamadon, beaucoup plus jeune que son mari, demeurait la consolation des officiers de bonne famille, envoyés à Rouen en garnison. Elle faisait vis-à-vis à son époux, toute petite, toute mignonne, toute jolie, pelotonnée dans ses fourrures, et regardait d'un œil navré l'intérieur lamentable de la voiture. Ses voisins, le comte et la comtesse Hubert de Bréville, portaient un des noms les plus anciens et les plus nobles de Normandie. Le comte, vieux gentilhomme de grande tournure, s'efforçait d'accentuer par les artifices de sa toilette sa ressemblance naturelle avec le roi Henri IV, qui, suivant une légende glorieuse pour la famille, avait rendu grosse une dame de Bréville, dont le mari, pour ce fait, était devenu comte et gouverneur de province. Collègue de M. Carré-Lamadon au Conseil général, le comte Hubert représentait le parti orléaniste dans le département. L'histoire de son mariage avec la fille d'un petit armateur de Nantes était toujours demeurée mystérieuse. Mais, comme la comtesse avait grand air, recevait mieux que personne, passait même pour avoir été aimée par un des fils de Louis-Philippe, toute la noblesse lui faisait fête, et son salon demeurait le premier du pays, le seul où se conserva la vieille galanterie et dont l'entrée fut difficile. La fortune des Bréville, tout en biens-fonds, atteignait, disait-on, 500 000 livres de revenus. Ces 6 personnes formaient le fond de la voiture, le côté de la société rentée, sereine et forte des honnêtes gens autorisés qui ont de la religion et des principes. Par un hasard étrange, toutes les femmes se trouvaient sur le même banc, et la comtesse avait encore pour voisines 2 bonnes sœurs qui égrenaient de longs chapelets en marmottant des patères et des avés. L'une était vieille, il y a une faute, il y a une apostrophe à l'une. L'une était vieille, avec une face défoncée par la petite vérole, comme si elle eût reçu à bout portant
une bordée de mitraille en pleine figure. L'autre, très chétive, avait une tête jolie et maladive sur une poitrine de phtisique, rongée par cette foi dévorante qui fait les martyrs et les illuminés. En face des deux religieuses, un homme et une femme attiraient les regards de tous. L'homme, bien connu, était Cornudet, le démoc, la terreur des gens respectables. Depuis 20 ans, il trempait sa grande barbe rousse dans les bocs de tous les cafés démocratiques. Il avait mangé avec les frères et amis une assez belle fortune qu'il tenait de son père, ancien confiseur, et il attendait impatiemment la République pour obtenir enfin la place méritée par tant de consommations révolutionnaires. Au 4 septembre, par suite d'une farce peut-être, il s'était cru nommé préfet. Mais quand il voulut entrer en fonction, les garçons de bureau, demeurés seuls maîtres de la place, refusèrent de le reconnaître, ce qui le contraignit à la retraite. Fort bon garçon, du reste, inoffensif et serviable, il s'était occupé avec une ardeur incomparable d'organiser la défense. Il avait fait creuser des trous dans les plaines, coucher tous les jeunes arbres des forêts voisines, semer des pièges sur toutes les routes, et à l'approche de l'ennemi, satisfait de ses préparatifs, il s'était vivement replié vers la ville. Il pensait maintenant se rendre plus utile au Havre, où de nouveaux retranchements allaient être nécessaires. La femme, une de celles appelées galantes, était célèbre par son embonpoint précoce qui lui avait valu le surnom de boule de suif. Petite, ronde de partout, grasse à l'art avec des doigts bouffis, étranglée aux phalanges, pareille à des chapelets de courtes saucisses, avec une peau luisante et tendue, une gorge énorme qui saillait sous sa robe. Elle restait cependant appétissante et courue, tant sa fraîcheur faisait plaisir à voir. Sa figure était une pomme rouge, un bouton de pivoine, prêt à fleurir. Et là-dedans s'ouvraient, en haut, deux yeux noirs magnifiques, ombragés de grands cils épais qui mettaient une ombre dedans. En bas, une bouche charmante, étroite, humide pour le baiser, meublée de quenottes luisantes et microscopiques. Elle était, de plus, disait-on, pleine de qualités inappréciables. Aussitôt qu'elle fut reconnue, des chuchotements coururent parmi les femmes honnêtes, et les mots de prostituée, de honte publique, furent chuchotés si haut qu'elle leva la tête. Alors, on s'arrête ici pour l'instant pour la lecture, et on va reprendre, dans l'ordre où ils apparaissent dans le texte, les différents personnages avec leurs noms, leurs caractéristiques, et puis aussi leur position dans la société. Play.
Donc on va reprendre l'analyse des personnages en reprenant les personnages dans l'ordre de leur apparition dans le texte et en relevant leur nom, leurs caractéristiques et leur position dans la société. Donc le premier personnage de la diligence que l'on rencontre, page 9, c'est Monsieur Loiseau. Je vous ai mis le passage concerné en évidence. Monsieur Loiseau, c'est un marchand de vin, donc c'est un bourgeois, un commerçant. On nous dit ancien commis d'un patron ruiné dans les affaires, il a acheté le fonds et fait fortune, donc c'est un grand bourgeois. Dans les caractéristiques qu'on peut retenir de lui, il y a le fait que on rapporte une anecdote qui est un jeu de mots, en fait, une blague. Donc c'est quelqu'un qui a la réputation d'être jovial, c'est-à-dire agréable en société, qui aime rire. Et puis on nous dit aussi que c'est un fripon plein de ruses. Sa réputation en tant que commerçant, en tant que marchand, c'est en fait d'être un escroc, tout simplement. Voilà, pour Monsieur Loiseau. Ensuite, après Monsieur Loiseau, eh bien, on a sa femme. D'ailleurs, page 9, ils sont d'abord présentés l'un et l'autre comme un couple. Je relis tout au fond, aux meilleures places, sommeillés en face l'un de l'autre, Monsieur et Madame Loiseau, les marchands de vin en gros de la rue du Grand Pont. Et alors qu'on a 1, 2, 3 paragraphes pour présenter Monsieur Loiseau, Madame Loiseau, elle, est présentée en une seule phrase et elle est avant tout sa femme. D'ailleurs, c'est ainsi seulement qu'elle est caractérisée. On dit « Sa femme, grande, forte, résolue, avec la voix haute et la décision rapide, était l'ordre et l'arithmétique de la maison de commerce qu'il animait par son activité joyeuse. » Donc, du point de vue social, c'est son épouse, donc elle est en fait, elle aussi marchande. On n'exerce pas de métier en son nom propre quand on est une femme bourgeoise à cette époque-là. Et ses caractéristiques sont que elle n'est pas marquée par son esprit particulièrement drôle, comique, rigolo. Elle est sérieuse. Et dans le travail de commerçant, c'est elle qui donne les ordres. Alors ensuite, on trouve un autre homme qui est Monsieur Carré-Lamadon. Il est présenté, vous voyez, c'est comme si le regard suivait tous les personnages assis l'un à côté de l'autre dans la voiture. À côté d'eux se tenait plus digne, appartenant à une caste supérieure, Monsieur Carré-Lamadon. Homme considérable. Donc, une caste supérieure, ça veut dire une classe sociale supérieure. Homme considérable, c'est un peu... ça peut être pensé avec ironie, soit parce qu'il a une importance, c'est ça le fait qu'il soit considérable, une importance dans la société, mais ça peut être aussi le fait qu'il soit considérable par son apparence, donc on peut penser qu'il est gros, par exemple. Et donc, Monsieur Carré-Lamadon, pourquoi il est d'une classe sociale supérieure encore ? Parce que là, c'est vraiment la grande bourgeoisie, c'est-à-dire que Monsieur et Madame Loiseau, eux, ils sont riches, mais ils doivent travailler pour vivre. Alors que Monsieur Carré-Lamadon, lui, il est tout simplement propriétaire d'usines à filer le coton. Il n'a même pas besoin de travailler, il vit de ses rentes, il vit de l'argent qu'il engrange par les usines dont il est propriétaire, tout simplement. Alors ensuite, de la même façon que Madame Loiseau a été présentée après Monsieur Loiseau, on trouve après Monsieur Carré-Lamadon sa femme, Madame Carré-Lamadon. Donc je relis, beaucoup plus jeune que son mari, elle demeurait la consolation des officiers de bonne famille envoyés à Rouen en garnison. Elle faisait vis-à-vis de son époux, elle faisait vis-à-vis à son époux, toute petite, toute mignonne, toute jolie, pelotonnée dans ses fourrures et regardait d'un œil navré l'intérieur lamentable de la voiture. Donc là, encore une fois, la femme est présentée de manière un peu plus succincte que son mari. On ne parle pas du tout de son activité. Bon, le fait qu'elle partage le même rang social que son mari est implicite. Et tout ce qu'on en dit concerne en fait son apparence physique. Donc on sait qu'elle est plus jeune que son mari
et qu'elle est belle. On a 3 fois toute plus adjectif, toute petite, toute mignonne, toute jolie. Et puis, ce qui est dit juste avant, le fait qu'elle demeure la consolation des officiers de bonne famille envoyés à Rouen, c'est pour dire que elle est même réputée, connue pour sa beauté, et la voir, c'est un plaisir pour les soldats qui sont à Rouen et qui trouvent ça un peu nul d'être envoyés ici, mais qui se consolent tout simplement en la regardant. Donc, c'est une caractérisation qui permet absolument pas d'avoir autre chose que des données assez superficielles finalement sur ce personnage-là. Alors ensuite, toujours en suivant l'ordre du texte, on a le comte Hubert de Bréville. Je relis le passage qui le concerne. Ses voisins, donc les voisins de Madame Carré-Lamadon, sont le comte et la comtesse, donc c'est encore un couple qui nous est présenté, en commençant par le mari. Le comte et la comtesse Hubert de Bréville. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que on appelle Hubert, c'est le nom du mari, mais on appelle le couple le Hubert de Bréville. C'est comme si on disait Madame Hubert de Bréville, alors que c'est le nom de son mari. Bon. Le comte et la comtesse Hubert de Bréville portaient un des noms les plus anciens et les plus nobles de Normandie. Le comte, vieux gentilhomme de grande tournure, s'efforçait d'accentuer, par les artifices de sa toilette, sa ressemblance naturelle avec le roi Henri IV, qui, suivant une légende glorieuse pour la famille, avait rendu grosse, ça veut dire avait mis enceinte, une dame de Bréville, dont le mari, pour ce fait, était devenu comte et gouverneur de Provence. Collègue de M. Carré-Lamadon au Conseil général, le comte Hubert représentait le parti orléaniste dans le département. Alors, le comte, c'est quelqu'un qui vient de la vieille, de l'ancienne noblesse, il est né noble, et il y a une histoire de descendance possible avec le roi Henri IV. Ce qu'on nous explique sur sa ressemblance naturelle et la légende glorieuse, c'est que peut-être un de ses ancêtres serait directement le roi qui aurait en fait été l'amant de Madame de Bréville. Et c'est pour ça que la famille de Bréville a été anoblie. Le mari, qui était donc un mari cocu, aurait été fait noble pour compenser un peu, on va dire, le fait que le roi Henri IV ait eu des relations avec son épouse. Bon, donc ça c'est dit comme une légende. Et c'est valorisant parce que si ça permet d'avoir dans la noblesse, ce qui compte, c'est d'être le plus proche du roi. Donc si on a le roi dans son ascendance, forcément, ça renforce la position de la famille. Bon. C'est un noble, et on nous dit qu'il est collègue de Carré-Lamadon au Conseil général. Donc Carré-Lamadon, le précédent, et le comte Hubert sont des notables, c'est-à-dire des personnes qui ont un rôle politique local à Rouen. Et le comte Hubert représentait le parti orléaniste dans le département, c'est-à-dire que à l'époque, il y a une discussion politique pour savoir si la légitimité du pouvoir royal appartient à la famille de Philippe d'Orléans ou non. Et donc lui, il soutient cette branche-là. Voilà. Après le comte, on a donc la comtesse, son épouse, qui, elle, contrairement au comte, n'est pas née noble. C'est son mariage avec le comte qui a fait d'elle la comtesse. On dit l'histoire de son mariage avec la fille d'un petit armateur de Nantes était toujours demeurée mystérieuse. Un armateur, c'est le métier, c'est le fait d'armer des bateaux, c'est-à-dire d'équiper et d'envoyer des bateaux. Donc elle n'est pas née noble, mais elle a épousé le comte de grande noblesse. Et on nous dit que c'est un mystère. Cependant, elle a adopté des manières de se comporter, ce qu'on peut appeler un habitus en sociologie, on essaiera d'expliquer ça la prochaine fois, des manières de se comporter qui la font passer pour une noble de longue date. C'est ce qui est dit dans le paragraphe suivant. Mais comme la comtesse avait grand air,
recevait mieux que personne et passait même pour avoir été aimé par un des fils de Louis-Philippe, donc un des fils du roi. Toute la noblesse lui faisait fête et son salon demeurait le premier du pays, le seul où se conserva la vieille galanterie et dont l'entrée fut difficile. Donc bien que née non noble, noble par mariage, elle est considérée comme un personnage important au sein de la noblesse, non, pas seulement locale, hein, parce que son salon demeure le premier du pays, donc au sein de la noblesse au niveau national. Ensuite, eh bien, le narrateur continue la présentation des personnages comme en balayant du regard l'intérieur de la voiture. Et on a la suite le reste des personnages qui sont présentés, il nous en reste 4. Et donc on a 2 religieuses. L'une était vieille avec une face... Ah pardon, je recommence. Par un hasard étrange, toutes les femmes se trouvaient sur le même banc, et la comtesse avait encore pour voisine 2 bonnes sœurs, qui égrenaient de longs chapelets en marmottant des patères et des ave. L'une était vieille avec une face défoncée par la petite vérole, comme si elle eût reçu à bout portant une bordée de mitraille en pleine figure. L'autre, très chétive, avait une tête jolie et maladive, sur une poitrine de phthisique rongée par cette foi dévorante qui fait les martyrs et les illuminés. Donc, cette fois-ci, on est dans un autre plan de la société. Hein, alors rappelez-vous, la société d'Ancien Régime, c'est-à-dire la société d'avant la Révolution française, hein, bon là on est bien après, hein, mais elle se distinguait avec 3 groupes, la noblesse, le clergé et puis le reste du peuple, le tiers-état. Et donc là, avec 2 religieuses, 2 bonnes sœurs, on nous dit, on a des membres du clergé, c'est-à-dire du personnel de l'Église. Les religieuses sont des femmes qui font partie d'une congrégation religieuse catholique. Elles égrènent de longs chapelets. Les chapelets, c'est comme une forme de collier, donc chaque perle sert à se rappeler qu'il faut dire une prière, en marmottant des patères et des ave. Patères et ave sont 2 prières que récitent les catholiques. Alors, les 2 religieuses sont différentes, hein, elles se distinguent par leurs caractéristiques physiques, l'une et l'autre. Il y en a une très vieille et l'autre plus jeune qui est très chétive. Chétive, ça veut dire fragile. Il y a une certaine moquerie, un peu ironie sur la vieille, puisque on nous dit qu'elle avait la face défoncée par la petite vérole. Or, la petite vérole, c'est une maladie sexuellement transmissible. Et vous savez bien que les bonnes sœurs, les religieuses, sont supposées avoir fait vœu de chasteté et donc ne pas avoir de rapport sexuel. Donc là, qu'elle ait la face marquée par les séquelles d'une maladie qui se transmet sexuellement, ça marque une certaine contradiction entre la vie qu'elle a vécue et son statut de personne religieuse. Enfin, les 2 derniers personnages qui se distinguent des autres sont ceux sur lesquels on nous dit tous les regards sont tournés. Pourtant, ce sont les 2 que le narrateur choisit de nous présenter en dernier. Hein. Donc, comme pour ménager un effet, on garde le plus spectaculaire, le plus remarquable en tout cas, pour la fin. Donc, l'homme, bien connu, était Cornudet, le démoc, la terreur des gens respectables. Depuis 20 ans, il trempait sa grande barbe rousse dans les bocs de tous les cafés démocratiques. Il avait mangé avec les frères. Bon, je ne vais pas tout relire, je vous laisse mettre sur pause si vous voulez relire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce personnage ? Déjà, à la différence de tous les autres personnages, mis à part hein, les religieuses, il n'est pas présenté par un titre, par un appellatif. Les autres personnages, on avait leur nom avec monsieur ou madame, voire, pour le comte, le titre et la comtesse, leur titre de noblesse. Ici, c'est simplement Cornudet. Ça nous signale qu'il n'appartient pas à la même classe sociale. C'est un homme du peuple. En revanche, c'est un homme du peuple et aussi ceci par ses convictions politiques. On nous dit Cornudet le démoc, la terreur des gens respectables. Hein, donc il s'oppose aux gens respectables qui sont tous ceux qu'on a cités auparavant. Le démoc, ça veut dire le démocrate. Donc en fait, contrairement au personnage précédent, c'est politiquement quelqu'un qui est situé qui est situé à gauche et qui est partisan de la République. On nous dit il attendait impatiemment la République.
Voilà, donc néanmoins, c'était quand même un héritier, hein, il n'a pas gagné de l'argent en travaillant, il avait de l'argent hérité par son père et il a tout dépensé. Et en fait, il y a un petit peu d'ironie dans sa présentation, c'est-à-dire qu'il est présenté comme voilà, un homme du peuple qui a des convictions de gauche, républicaine, etc. Mais en fait, c'est d'une certaine manière un profiteur, puisque, regardez la phrase, il attend impatiemment la République pour obtenir enfin la place méritée par tant de consommation révolutionnaire. Il espère qu'avec l'avènement de la République, en fait, il aura un titre, une place qui lui permettra d'occuper une position et puis aussi de vivre ainsi. Ensuite, l'ironie continue un petit peu, puisque on nous raconte ses actions politiques et militaires, et en fait, on peut dire qu'il fanfaronne, il donne l'impression de beaucoup s'agiter, etc. Mais quand arrive le moment de réellement faire quelque chose, de réellement notamment se battre contre les Prussiens, en réalité, il part se planquer. Hein. Donc, au 4 septembre, ça fait référence à des journées révolutionnaires, à la suite desquelles il a cru être nommé préfet. Mais bien évidemment, ça n'a jamais été le cas. Fort bon garçon, du reste inoffensif et serviable, il s'était occupé avec une ardeur incomparable d'organiser la défense. Donc il a pris les choses en main, et avant que les Prussiens n'envahissent la région, il a fait creuser des trous dans les plaines, coucher tous les arbres des forêts voisines, semer des pièges sur toutes les routes, etc. Donc il a mis en place les défenses de la région. Mais, à l'approche de l'ennemi, il s'était vivement replié vers la ville. Il pensait maintenant se rendre plus utile au Havre, où de nouveaux retranchements allaient être nécessaires. Donc là, le narrateur adopte le discours, hein, c'est ce que dit Cornudet, c'est comme si on reprenait ses mots, oui, je serai plus utile au Havre, mais ça, c'est juste une excuse pour éviter le danger, hein, et aller se réfugier au Havre, là où, rappelez-vous, c'est une ville qui n'est pas occupée par les Prussiens et qui est donc beaucoup plus sécurisée pour ceux qui s'y trouvent. Voilà pour Cornudet. Et enfin, on termine avec le dernier personnage présent dans la voiture, qui est Boule de Suif. Alors, je ne sais pas si vous avez bien compris quel est son statut social, mais là, on est vraiment tombé, on va dire, au bas de la société. Et c'est pour ça que tout le monde la regarde, hein, parce que, en fait, c'est considéré comme scandaleux qu'elle soit présente aux côtés de gens considérés comme respectables. La femme, une de celles appelées galantes, était célèbre par son embonpoint précoce qui lui avait valu le surnom de Boule de Suif. Alors, galante, c'est une manière, on va dire une manière polie de dire prostituée. Donc Boule de Suif, c'est une prostituée. Boule de Suif, c'est pas son vrai nom. C'est la seule aussi qui n'est pas nommée par son nom, mais qui est connue par un surnom. On connaît pas son nom là. Et Boule de Suif, pourquoi ? Ça fait référence à son physique, parce qu'elle est particulièrement grasse, hein, et donc le suif, tout simplement, c'est du gras animal. Petite, ronde de partout, grasse à l'art, avec des doigts bouffis étranglés aux phalanges, pareil à des chapelets de courtes saucisses, avec une peau luisante et tendue, une gorge énorme qui saillait sous sa robe. Donc là, description physique qui insiste vraiment sur le fait qu'elle est grasse. Mais elle est grasse presque comme un morceau de viande appétissant à manger. Et c'est bien ce qui est dit juste après. Elle restait cependant appétissante et courue, tant sa fraîcheur faisait plaisir à voir. Et on voit que le fait qu'elle soit grosse, ça n'empêche pas du tout le fait d'être beau. Et ici, on le voit bien avec Boule de Suif, qui est quand même présentée comme une jeune femme qui est belle. Sa figure était une pomme rouge, un bouton de pivoine prêt à fleurir, et là-dedans s'ouvraient en haut 2 yeux noirs magnifiques, ombragés de grands cils épais, etc. Et donc, de Boule de Suif, eh bien, elle attire tous les regards, et d'elle, tout le monde parle. Aussitôt qu'elle fut reconnue, des chuchotements coururent parmi les femmes honnêtes, et les mots de prostituée, de honte publique furent chuchotés si haut qu'elle leva la tête. Donc, y a une opposition très forte qui se fait entre, d'un côté, les gens et les femmes honnêtes, et implicitement,
Boule de Suif, qui, elle, est considérée par la société comme une femme malhonnête qui gagne sa vie de façon mauvaise. Hein. On dit une femme de mauvaise vie même. Et voilà. Donc voilà pour les différents personnages de la voiture. Je vous montre un tableau qui récapitule tout ça. Et puis, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est vous représenter l'intérieur de la voiture et essayer de positionner avec l'extrait les différents personnages. Hein. On reprendra ça demain jeudi ensemble. Comment sont disposées les différentes places dans la voiture, dans la diligence, et comment sont installés les 10 personnages. On nous dit dans le texte, on nous dit machin est à côté de machine, ou plutôt en face, les femmes sont toutes d'un côté, voilà. Donc essayez de faire le plan en fait de l'organisation de la voiture. Et voilà, je vous montre le tableau qui récapitule tout ça.